Projet de loi numéro 01-2013 autorisant le président de la République à ratifier l'amendement des statuts du Fonds monétaire international FMI portant sur la réforme du conseil d'administration. Projet de loi numéro 02-2013 autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création d'une commission mixte de coopération entre le gouvernement des Émirats arabes unis et le gouvernement de la République du Sénégal adopté à Abu Dhabi le 10 novembre 2010. Le centre sectoriel pour la formation professionnelle au métier des industries et les deux autres qui s'occupent respectivement des métiers porteurs ainsi que du bâtiment et des travaux publics ont reçu la visite de leur ministre de tutelle. Il a profité de l'occasion pour annoncer la construction de 6 autres lycées professionnels. Plus de détails avec Diana Badja. Ils sont des jeunes formés au métier des industries agroalimentaires, recrutés au niveau BFM. En première année déjà, ils ont acquis d'importants savoir-faire. Ici, on fait la charcuterie, on fait des produits laitiers, des céréales, on fait la cuisson, tout cela. Le ministre de la formation professionnelle a fait le tour du centre. Au terme de sa visite, des doléances lui ont été transmises. On a quand même un dispositif pédagogique qui demande beaucoup de moyens. L'APC demande beaucoup de moyens en termes de matière d'œuvre. Des préoccupations prises en compte par la tutelle. Le chef de l'État, il tient tellement à la formation professionnelle qu'il a doublé tout de suite. Il est passé donc au niveau de la CFCE de 5% à 10% pour accompagner la formation continue. Le ministre s'est rendu ensuite au centre sectoriel pour la formation aux métiers portuaires. Ici, des jeunes et adultes sont formés aux logistiques maritimes. Diamniadio, dernière étape de la visite du ministre. Ce centre forme au métier du bâtiment et des travaux publics. Pour l'accès, ça se passe par concours. On demande un niveau de BFM pour les candidats. On a 3 filières. La filière installation sanitaire qui fait tout ce qui est plomberie sanitaire, tout ce qui est solaire et autres. On a la filière voirie et réseaux divers qui fait tout ce qui est canalisation, adduction d'eau, routes et autres. Ici, on a la filière maçonnerie et béton armé. Les effondrements récurrents d'immeubles ont amené le ministre à mettre l'accent sur l'importance de la formation professionnelle. On ne peut pas, dans des secteurs aussi importants et aussi stratégiques, laisser donc des personnes continuer à travailler sans pour autant qu'ils soient formés. Les 3 centres sectoriels sont le fruit d'un partenariat public-privé. Ils ont tous démarré leurs activités en 2011. La formation professionnelle est le soubassement d'un développement durable. Pour cette raison, le secteur occupe une position centrale dans les grandes orientations du chef de l'État, d'après le ministre Mamadou Talla. Projet de création de l'université du Sine Saloum. On parle déjà de 1500 hectares pour la future institution. Les régions concernées, Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel, ont toutes contribué à l'affectation des terrains devant accueillir l'université. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, était en visite de travail dans ces régions. Il a pu noter l'engouement que suscite le projet dans le Sine Saloum. On fait le point avec Aram Daw. Quand on sollicite pour le Sine Saloum, aucune région concernée ne se fait prier. Les autorités trouvées sur place étaient toutes prêtes et pressées de faire connaître leur offre. Kaffrine, la cadette de ces régions, libère 300 hectares au profit de l'université. Fatick, son aîné plus vaste, offre un peu plus du double, 700 hectares. Et c'est à l'intérieur de ces départements, comme ici à Wadjour, dans Gossas, qu'il est venu chercher de l'espace. C'est bien choisi parce qu'on est à 25 km de Diourbel, 35 km de Kaolack et Kaffrine tout à côté avec 110 km. L'université du Sine Saloum est thématique. Son enseignement et ses recherches se tournent vers l'agriculture, l'élevage et les métiers connexes. La communauté rurale de Mbadakhoune, à 5 km de Kaolack, mesure bien l'importance et la portée de l'institution. Elle a fièrement octroyé 300 hectares. La population l'a très bien accueilli. Quand le gouvernement nous a saisi pour le problème d'université, nous l'avons sauté là-dessus, parce que nous connaissons l'importance d'une université, surtout dans la région de Kaolack, et plus particulièrement dans le village de Mbadakhoune, qui risque vraiment de se développer et devenir un des gros villages du Sénégal. C'est la mobilisation partout et aucune localité ne lésine sur les hectares. Les sites dédiés occupent en plus des positions stratégiques. C'est le cas ici à Tokigar, communauté rurale de la région de Diourbel. La route nationale est à combien de kilomètres d'ici? C'est à 1 kilomètre. Nous sommes à 1 kilomètre de la voie qui mène à Kaolack. Nous savons que l'université, c'est un instrument de développement. Ce sera un point d'attrait, surtout en tout cas de tous les
nationaux qui viennent chercher du savoir, surtout un savoir concernant l'agriculture, l'élevage. Les 4 régions concernées font preuve d'une très grande disponibilité, un engagement que l'autorité sait apprécier. Le souhait du président de la République, c'est que cette université puisse démarrer rapidement et qu'elle puisse répondre à cette grande réforme qu'il veut. Une université plus proche des populations. Partout où nous sommes passés, nous avons senti les collectivités locales, les élus et l'administration territoriale et les services techniques en communion pour soutenir l'université. Les travaux de l'université du Sine Saloum devront démarrer l'année prochaine. L'État se donne un délai de 2 ans pour boucler les chantiers. Les guides religieux de Kaffrine, Fatick, Kaolack et Diourbel accompagnent de leurs prières ce projet tant attendu. Je vous le disais dans les titres de ce journal. Lancement ce vendredi des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Elles vont durer 3 jours. Les enfants ciblés seront vaccinés contre la poliomyélite. La vaccination est donc couplée de déparasitage. C'est la case des tout-petits des HLM qui a accueilli la cérémonie de lancement officiel, nous dit Oumou Kalsoum Sall. Parti pour les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Tous les enfants de 0 à 5 ans devront être vaccinés, en plus d'être déparasités et de recevoir une dose de vitamine A. Les acteurs restent toujours vigilants, en dépit des résultats satisfaisants enregistrés dans le combat mené depuis des années contre la polio. Au Sénégal, nous n'avons pas de cas de polio depuis 2010. Aucun cas de poliovirus au Sénégal. En raison de la circulation du virus de la poliomyélite dans la sous-région ouest africaine et du risque d'importation lié essentiellement au mouvement de population entre les pays, nous devons rester mobilisés et veiller à l'amélioration constante de la qualité des JNV. La poliomyélite est une maladie contagieuse, invalidante et mortelle. Cette 13e campagne est la première de l'année. L'objectif est de vacciner 95% de la cible. La protection de l'enfant est au cœur de la politique sanitaire de l'État. La poliomyélite peut être un frein à l'épanouissement de l'enfant quand on sait les conséquences d'un handicap moteur à une période de l'enfant où le jeu qui apporte la joie du mouvement occupe une place importante dans l'éveil et le développement psycho-affectif de l'enfant. Il s'agit là d'interventions à haut impact qui non seulement pourront sauver des vies, mais contribueront aussi de façon efficace à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la réduction de la mortalité infantile dans le sillage des objectifs de notre plan national de développement sanitaire. Pendant 3 jours, les équipes de vaccination vont sillonner le pays avec la stratégie du porte-à-porte. L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement passera par une élimination totale du poliovirus dans nos pays. Santé, toujours les expériences et le vécu des personnes vivant avec le VIH au service de la réponse à l'épidémie. Pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques, il faut leur implication dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques de lutte. Un atelier a permis de partager les résultats des recherches, nous dit Aboubakri Kane. La lutte contre le sida ne doit pas se faire sans la participation des personnes infectées ou affectées par le VIH. Une participation essentielle pour assurer des réponses efficaces. À travers cette rencontre, il est question de partager les résultats de 5 grandes études. Elles portent notamment sur la stigmatisation et la discrimination, mais aussi le respect des droits des personnes vivant avec le VIH. Votre statut de points focaux des différents ministères nous laisse penser que la voix des personnes vivant avec le VIH sera portée au plus haut niveau possible de l'administration sénégalaise pour qu'ensemble, nous puissions gagner le pari du combat de 0 stigmatisation, 0 décès liés au VIH et 0 enfant né avec le VIH. Il s'agit aussi et surtout d'améliorer les conditions de vie et d'existence des personnes vivant avec le VIH. Il s'agit également d'améliorer la qualité des services. C'est donc important d'impliquer les personnes vivant avec le VIH, mais les recommandations doivent aussi tenir compte des critères de faisabilité technique et socioculturelle. C'est bien de mener des études, mais ce qui est important, c'est de voir quels sont les enseignements qui sortent de ces études et quelles sont
les recommandations prioritaires qui sont applicables. Et une étude n'a de sens que quand elle est diffusée et quand elle est partagée et que les résultats aussi soient appliqués. Et tout ceci doit concourir à améliorer le système de santé. La lutte contre le VIH doit être coordonnée entre les différents acteurs concernés. La participation des personnes vivant avec le VIH dans la définition des politiques, la mise en œuvre des programmes, le leadership ou la sensibilisation permet de donner à l'infection un visage plus humain. Formation des journalistes aux techniques d'animation de débats publics sur les enjeux et impacts des migrations. L'initiative de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest en partenariat avec l'Institut Panos Paris. 9 radios, grand public et 3 télévisions du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ont été représentées. Le compte-rendu est signé Philomène Constance Diagne. Cet encadrement de journalistes de radio et de télévision entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sans papier, sans cliché, libre voix, mieux informés sur les migrations. Il devrait permettre aux médias des pays ciblés de susciter un débat autour de la question des flux migratoires. Telles que les politiques migratoires européennes et leur impact sur les pays de départ, dont nos pays ouest-africains, qui vont discuter aussi des politiques de retour que nos pays africains peuvent mettre en place vis-à-vis de ces migrants qui sont parfois refoulés des pays européens, qui vont débattre aussi et discuter de la question de l'impact sur le développement de ces migrations-là, et enfin aussi de la question de la libre circulation dans l'espace. D'autres questions aussi importantes que les politiques migratoires vont être abordées durant cette formation, l'objectif étant de mieux outiller les journalistes sur la thématique. Le projet touche donc effectivement le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Donc les participants viennent de ces pays. Ces pays ont été choisis aussi au départ pour faire partie du projet en raison de l'importance des flux migratoires dans ces pays. L'importance des flux migratoires des migrants de ces pays vers l'Europe, mais aussi vers les pays de transit comme le Maroc. Donc le Maroc, c'est un pays qui fait partie du projet parce que c'est de ces 3 pays que viennent le plus grand nombre de migrants vers l'Europe, mais aussi dans la sous-région. Au sortir de cet atelier de 3 jours, ces hommes des médias devraient pouvoir poser le débat au plus haut niveau, cela avec des émissions riches en contenu. À moins d'un mois de l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye, tout est fin prêt pour accueillir les pèlerins. Une déclaration faite par le comité d'organisation face à la presse. Le comité a décliné le thème de cette année et fait l'état d'exécution des tâches et missions. Kaltoum Gueye. Prévu les 9 et 10 juin 2013, le 133e anniversaire de l'appel aborde sa dernière ligne droite. Depuis quelques mois, le comité d'organisation travaille pour la réussite totale de l'événement. À jour J-16, le comité fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que sur le plan des infrastructures, aussi bien que le problème de la santé et de l'assainissement, donc des doléances ont été données aux autorités de l'État. Et des promesses ont été faites et nous voyons depuis un certain temps que tous les services concernés sont en train de faire vraiment tout ce qu'ils peuvent pour atteindre leur objectif. Parce que la deadline, c'est le 6 juin. Ils nous ont tous promis qu'ils vont terminer leurs travaux permettant au Khalif de pouvoir accueillir très bien les pèlerins, aussi bien à Yoff, à Cambérène qu'Angor. Équité et justice comme solution aux problèmes de l'heure, c'est le thème de cette année. Choix guidé par le climat social et politique actuel. Cette année, c'est un peu le contexte aussi dans notre pays. Nous sommes dans un contexte de bonne gouvernance et autres. Nous sommes obligés de suivre un peu, de faire un accompagnement entre le spirituel et le temporel. Je pense qu'il faut traiter des thèmes d'actualité qui peuvent attirer de l'intérêt pour que nous puissions réfléchir ensemble pour permettre à notre pays de pouvoir se développer dans la cohésion sociale et dans la paix entre toutes les communautés, aussi bien toutes les confessions, mais aussi des Sénégalais qui ne sont pas croyants. Tout est passé au peigne fin lors de cette rencontre, de l'assainissement aux infrastructures en passant par la sécurité. Rien n'a été laissé en rade. Le comité assure que tout est fin prêt pour accueillir les milliers de pèlerins attendus à Cambérène, Ngor et Yoff. Retour sur la célébration de la journée dédiée à Serigne Babacar Sy en Italie. À Treviso, depuis 18 ans, la communauté sénégalaise revisite toute la dimension de cet homme de Dieu à travers sa vie et son œuvre. Temps fort avec Oreille Thiam.
Tous les chemins mènent vers Treviso. Cette petite ville italienne accueille depuis plus d'une décennie des milliers de fidèles tidjanes venus de toute l'Europe pour y communier avec la famille de Seydi Hadji Malick Sy. Ce qui fait de cette ville la capitale de la Tidjania, le temps de ce week-end exclusivement dédié à Seydi Aboubacar Sy. La mobilisation est à son comble pour ces Sénégalais de la diaspora. Chacun met la main à la pâte afin d'assurer un succès total à cet anniversaire de Cheikh Al Khalifa, cet homme qui inspire les fidèles tidjanes bien au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, cette rencontre permet donc de revoir ce que nous pouvons léguer à nos enfants qui sont nés ici et qui grandissent ici. Donc cela nous permet donc de les mettre sur la voie sur laquelle nous avons été éduqués et nous rendons grâce à Dieu par rapport à ça. Ce rassemblement de la Tidjania d'Europe est également devenu une plateforme d'échange sur les préoccupations des Sénégalais de la diaspora, surtout en présence de leur ministre de tutelle ainsi que de leur guide religieux. Le président de la République a envoyé la ministre de la diaspora des Sénégalais de l'extérieur qui fait partie de cette maison, de cette khadara. Son père a été le dernier Bekinek de Seigne Babacar. Donc nous sommes tout à fait fiers de l'avoir à côté de nous. Et c'est un signe des temps. Au moment où on parle de la parité, je représente le législatif et je représente l'exécutif, un homme et une femme faisant partie de la même khadara. Et ça augure d'un avenir radieux pour cette magnifique manifestation pour la nuit de Seigne Babacar. Je me réjouis d'avoir été mandaté par son Excellence le président Macky Sall pour venir le représenter dans cette importante rencontre qui consiste en la célébration de l'anniversaire de Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu, qui est cette imminente personnalité. On peut mettre des jours et des jours sans pouvoir décrire qui était Serigne Babacar Sy. En tout cas, c'est une occasion qui a permis à la diaspora dans toute son entièreté, en tout cas européenne, de se rallier pour magnifier cet anniversaire où j'ai trouvé les illustres petits-enfants de Serigne Babacar Sy, Serigne Mansour Sy Djamil, Tonton Habib Sy et Serigne Mansour Sy Serigne Abdou Aziz Dabakh. Donc tous les Sénégalais sont là, ils sont venus de partout. Alliant le spirituel et le temporel, loin de leur terre d'origine, ces milliers de fidèles se sont ressourcés à travers les enseignements des trois petits-fils de Serigne Babacar Sy, et ce, dans une belle ambiance assurée par l'inimitable Doudou Kane Mbaye et son groupe. Religion toujours, deuxième session annuelle de la conférence des évêques du Sénégal. Elle s'est déroulée en présence du nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Louis Mariano Montemayor. Au cours de leurs travaux, les évêques ont abordé différentes questions liées à la vie spirituelle, économique et sociale des populations. Ils ont par ailleurs apprécié le bon déroulement de la célébration du jubilé de 125 ans du pèlerinage marial de Popenguine. Écoutons à ce propos le président de la conférence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, au micro de Philomène Constance Diagne. L'Église s'attelle à promouvoir la vie sous toutes ses formes et à protéger les enfants. Ainsi, les évêques du Sénégal, à l'instar de ceux de tous les pays du monde, s'attellent aussi à mettre sur pied un cadre juridique à cet effet, comme demandé par le pape Benoît XVI. Le renouveau charismatique catholique du Sénégal est un mouvement constitué de fidèles chrétiens. Comme structure d'église, il a besoin d'une reconnaissance officielle de l'autorité ecclésiastique et d'un encadrement lui permettant d'évoluer harmonieusement au sein des communautés ecclésiales. Une séance de travail a eu lieu avec le comité de pilotage de la mise en œuvre de l'unité universitaire de Ziguinchor, UUZ, à Koubalang, de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKAO. L'état de la question a été fait aux évêques qui tiennent beaucoup à ce projet important pour la jeunesse de notre pays et de la sous-région. La formation des futurs prêtres demeure une priorité pour les évêques. Ils ont ainsi échangé avec les formateurs des grands séminaires Liberman de Sébikotane dans l'archidiocèse de Dakar, Saint-Jean-Marie Vianney de Brun dans le diocèse de Ziguinchor et Saint-Paul de Ndiafat dans le diocèse de Kaolack.
l'hivernage frappe à nos portes et le spectre des inondations refait surface. Les évêques encouragent le gouvernement du Sénégal, en collaboration avec les autorités locales et les populations, à prendre toutes les mesures idoines pour une solution définitive de ce douloureux problème. En outre, ils invitent les différents acteurs à s'investir pour une campagne agricole réussie. Ils prient Dieu, le maître des saisons, de nous accorder un hivernage pluvieux et béni. Les préparatifs pour l'ordination du nouvel évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, sont entrés dans leur phase ultime. À moins de 24 heures de l'événement, le ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel, Anoul Sarr, a remis un important don au diocèse de Thiès, Alassane Diédhiou. Une tonne de riz, 100 litres d'huile, 20 packs d'eau minérale, 5 sacs d'oignons et une somme d'argent. C'est la composition du don que le ministre du Commerce, l'Industrie et du secteur informel, Anoul Sarr, vient d'octroyer au diocèse de Thiès à l'occasion de l'ordination épiscopale et la prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur André Gueye, nouvel évêque du diocèse de Thiès. Alors, quelle signification donner à ce geste? Le ministre s'est senti interpellé à deux niveaux. En tant que ministre de la République, qui est là pour répondre aux sollicitations de l'ensemble des Sénégalais, mais aussi en tant que fils du département qui a à connaître une phase importante de son histoire, de l'histoire de l'Église catholique du département. À moins de 48 heures de l'événement, les organisateurs apprécient. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, dire au ministre et à travers lui au président de la République toute notre gratitude pour les gestes multiples et variés pour le profit de l'organisation. Pour rappel, la cérémonie religieuse marquant l'ordination épiscopale et la prise de possession canonique de Monseigneur André Gueye aura lieu ce samedi 25 mai 2013. Les blanchisseries à Dakar entre professionnalisme et amateurisme, c'est notre reportage du jour. On trouve aujourd'hui beaucoup de blanchisseries à Dakar, qu'elles soient professionnelles ou informelles. Ces services de lavage attirent. Qu'est-ce qui les différencie? Réponse avec Ndaye Dadja. Ultime lavage pour enlever une tache rebelle. Un travail qui est devenu un gagne-pain pour ce jeune homme. Il exerce dans cette blanchisserie amateur de Fass, un secteur qui se développe de plus en plus. Informelles ou professionnelles, les blanchisseries attirent. Elles font le linge pour tous qui en ont les moyens ou qui manquent de temps. Parmi cela, de jeunes célibataires comme Gana Sissé. Je viens ici parce que les prix sont très abordables. Le lavage d'une chemise à 300 francs, les vestes à 2300 francs CFA, c'est beaucoup plus intéressant que les services de pressing où on demande des tarifs assez élevés. Nous faisons le travail manuellement, on achète du savon, du détergent, on fait sécher avant de repasser. Les Guinéens sont très nombreux dans le secteur. Ayant débuté dans l'amateurisme en 1979, Dianké Diallo a au fil du temps modernisé sa blanchisserie. Au début, je faisais du lavage manuel, mais je me suis rendu compte que les vestes ne pouvaient pas supporter cette forme de pressing. Nous utilisons aussi des fers à repasser à vapeur. La différence avec les amateurs réside aussi dans le numérotage, pour identifier les habits et éviter les pertes. Le décor aussi change avec les machines et les fers industriels. Nous sommes dans une blanchisserie professionnelle. Ici, on fait la différence entre lavage à eau et pressing. Et tout ce qui se fait à sec, c'est beaucoup plus cher par contre par rapport à l'eau. 80 ou 70% de nos clients qui viennent ici ont des machines à l'eau, mais il y a des habits qui le font ici. Le produit à sec, je crois que ce n'est pas permis pour une maison. L'hyperchlore pour nettoyer certains vêtements à sec. Voilà la raison pour laquelle Tchernoman préfère amener ses vestes ici, pour conserver la belle apparence de ses tenues. Il a déjà fait l'expérience du lavage manuel et celui fait avec la machine. J'ai plus confiance ici parce que je sais que mes habits sont mieux entretenus. Dans les blanchisseries amateurs, on mélange très souvent les habits. Et comme j'ai les moyens, je préfère payer 1250 francs pour les chemises et 5000 francs pour les vestes.
Les professionnels dénoncent la concurrence du secteur informel, même si les classes sociales qui fréquentent l'une ou l'autre des blanchisseries diffèrent. Depuis l'implantation de la première blanchisserie à Dakar, la blanchisserie du Cygne, le secteur a connu un grand boom, notamment ces dernières années. Une tendance venue d'ailleurs qui pourrait noyer le traditionnel métier de lavandière, même si certains préféreront toujours le lavage à domicile, plus sûr, selon eux. Les blanchisseries à Dakar entre professionnalisme et amateurisme, c'était le reportage du jour signé Ndeye Aïda. Les militants responsables de l'APR du département de Bignona promettent le triomphe de leur parti lors des prochaines élections locales. Ils ont organisé un rassemblement pour sonner la mobilisation. Ce meeting a réuni tous les apéristes de la zone appelée le Bluff, Masser Tiao et Bachirba. Ils sont venus de Djegoun, Karchak, Tchobon, Moulamp, Kanyabon, bref de tout l'arrondissement de Tendouk et du département de Bignona. Après une tournée de 3 jours, ces responsables de l'APR ont, avec leurs militants, décidé de se retrouver à Thionkessil. Ils ont pris l'engagement de mettre les collectivités locales de la zone dans le giron de l'APR. Cette tournée n'est que la première étape. D'autres étapes suivront et nous allons ensemble parcourir tous les arrondissements, nous allons ensemble parcourir toutes les communes pour que le 16 mars 2014, que l'Alliance pour la République puisse convoiter toutes les collectivités locales du département de Bignona. Le bluff aux couleurs de l'Alliance pour la République, c'est un bluff sur la voie de l'émergence, déclarent les intervenants. Le désenclavement, les aménagements hydro-agricoles et l'appui aux femmes sont les principales préoccupations. Macky Sall a demandé au ministre de la Femme d'accélérer sa cadence, d'aller vite vers les populations, d'aller vite vers les femmes de ces pays qui sont en attente de moyens d'accompagnement pour réaliser leurs micro-projets. La Casamance peut aspirer au développement et avec elle le Sénégal tout entier. Le peuple a choisi un président pour la pertinence de son programme. Si on a adopté avec lui le programme Yoni Yokouté, il est un impératif justement de lui assurer les collectivités locales de ces pays. Les habitants ont promis de s'inscrire massivement sur les listes électorales, ce pour le triomphe de l'APR, un triomphe, disent-ils, pour l'honneur de leur fils. Sur l'Inter, 24 heures après l'attentat du Niger, la traque contre les terroristes est poursuivie ce vendredi. Ce matin tôt, les soldats nigériens et français ont abattu 2 rebelles. Un 3e s'est donné la mort par explosion. Cet attentat ainsi que celui d'Arlit ont été revendiqués par le Mokhtar Ben Mokhtar, surnommé le Borgne. Le jour pointe à peine hier quand 3 kamikazes bardés de ceintures d'explosifs s'introduisent dans cette caserne d'Agadez. Le premier fait exploser sa charge. 2 autres, retranchés avec des otages, ont été abattus ce matin par l'armée nigérienne, appuyée par les forces spéciales françaises. Le bilan est lourd, une vingtaine de soldats tués. Quasi simultanément, à 200 km de là, à Arlit, c'est la France qui est visée. Un commando terroriste pénètre sur le site d'extraction d'uranium exploité par le groupe français Areva. Une voiture piégée explose, elle tue un employé nigérien et en blesse 13 autres. Jamais auparavant le Niger n'avait connu d'attentat kamikaze. Un homme affirme avoir piloté ces attaques. L'Algérien Mokhtar Ben Mokhtar, surnommé le Borgne. Donné pour mort par le Tchad, il crée la surprise et promet de punir tous les pays qui ont soutenu l'intervention française au Mali. Des Nigériens, parce qu'ils nous avaient appuyés, soutenus, ont été lâchement assassinés. C'est une preuve supplémentaire que le combat que nous engageons contre le terrorisme est un combat dans lequel tous les pays doivent à un moment ou à un autre être partie prenante. Le Borgne aurait agi avec l'appui du Moujao, un des groupes islamistes qui avait pris le contrôle du Nord Mali. Dans la capitale, Niamey, beaucoup se demandent comment les assaillants ont pu pénétrer sur ces sites ultra surveillés, mais au fond, ces attaques n'ont pas vraiment surpris. C'était prévisible. L'armée nigérienne a mis un dispositif qu'ils ont appelé Malibéro pour surveiller tout le territoire nigérien, que vous savez qui est très vaste. Mais il se trouve qu'il y a des complicités internes.
À qui le tour? C'est la question que se posent maintenant tous les pays qui ont engagé des troupes au Nord Mali. Menacé de nouvelles attaques, le Niger a renforcé la sécurité sur les sites les plus sensibles. Football à présent, match Sénégal-Angola du 8 juin et Sénégal-Libéria du 15 en éliminatoire mondial 2014. Alain Giresse a choisi ses hommes pour cette aventure. Une liste marquée par les absences de Dembaba et de Issiardia. En revanche, de nouveaux joueurs découvrent la tanière. Il s'agit de Salif Sané, Abdoulaye Seck. Alain Giresse a publié sa liste ce matin, nous dit Koumba Diakhatemar. Nous reviendrons sur cet élément de Koumba Diakhatemar dans nos prochaines éditions. Je vous signale question d'actualité. L'émission animée une fois tous les 15 jours par Michel Diouf sur Radio Sénégal International 92.5 à Dakar reçoit ce samedi 25 mai 2013 M. Abdoulaye Bibi Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Question d'actualité, c'est de 13h30 à 14h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Sénégal International. Avant de vous quitter, nous allons encore faire un tour à la régie pour voir si l'élément de Koumba Diakhatemar est prêt, notamment sur la liste des 22 joueurs sélectionnés par Alain Giresse. De la liste des 23 de Giresse, pour les matchs de juin, le sélectionneur national se passe de l'attaquant de Chelsea pour, dit-il, des raisons sportives. Il y a une loi de la concurrence aussi, j'ai toujours dit, et notamment pour le secteur offensif. La concurrence est là. Vous savez ce que c'est la concurrence? La concurrence, c'est le jour où, effectivement, vous n'avez pas rempli complètement votre mission, c'est la chance aux autres. J'ai dit, et notamment dans le secteur offensif, j'ai dit, on a dans le secteur offensif des joueurs qui vont être sur le banc, mais qui sont des titulaires. Donc à un moment donné, quand quelqu'un, on attend autre chose, c'est la loi de la concurrence. Sont également laissés en rade Issiardia et Bayal Sall, sont comptés Arma Traoré et Cheikhou Kouyaté blessés. De Lyon étrennent leur première sélection en équipe nationale. Il s'agit du binational Salif Sané, milieu défensif de Nancy, et de Abdoulaye Seck, défenseur du Casa Sport. Il est d'ailleurs le seul joueur de champ local de la tanière. On note les retours du défenseur de Reims Pape Ndiaye Souaré et de l'attaquant de Marseille Pape Moudou. Alain Giresse a fait appel à 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux et 5 attaquants. Les 23 démarrent le regroupement le 27 mai à Bruxelles. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.